Alors, l'histoire de l'Espagne, on vient de le voir. L'histoire de France, c'est aussi celle de mai 68, par exemple, bien sûr. Et un humoriste et réalisateur n'épargnait personne à ce moment-là. C'était Jean-Yann, avec qui vous avez beaucoup travaillé. On va revenir ensemble sur l'esprit frondeur de Jean-Yann avec Kylian Mourcouf. De la radio, Jean-Yann avait par exemple fait tous les mots d'ordre humoristiques de mai 68. Oui. D'abord, le premier, c'était « Il est interdit d'interdire ». Alors celui-là, j'étais très content de ça. Et puis après, après, il y a eu ni Dieu ni maître, même nageur. Ça, c'est un truc qui me plaisait bien. Cet esprit révolutionnairement humoristique était son style. Tour à tour réactionnaire, agitateur, de droite, de gauche, Jean-Yann était tout ça à la fois. Ce râleur visionnaire, à qui l'on doit des films cultes comme « Tout le monde il est beau et tout le monde il est gentil » et 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ, a dynamité les médias des années 60 et donné quelques idées à une jeunesse en pleine révolution. Alors, qui était le pince sans rire Jean-Yann ? Chez Jean-Yann, il y a une très singulière manière de percevoir et de synthétiser l'air du temps. En mai 68, il est à l'antenne de RTL, il commente ce qui est en train de se passer dans le pays, et il se moque à la fois de la droite et de la gauche, il se moque à la fois des grévistes et de ceux qui protestent contre les grévistes, il se moque des CAS et il se moque des étudiants, donc tour à tour, il fait rire les Français. Il y a des tas de gens qui disent moi je ferais bien la grève, mais c'est embêtant parce qu'il faut que j'aille au boulot. Alors Jean-Yann est né dans une famille aimante. C'est quelqu'un qui n'a pas de blessure familiale. Et je trouve que c'est important pour son parcours après, parce que c'est quelqu'un qui n'a pas à régler des comptes. Sa capacité, c'est d'identifier l'idiotie, la bêtise. Il est assez flaubertien pour ça. La bêtise est abyssale et il la voit beaucoup plus vite que les autres. Et c'est ça le ressort de son humour. mise au point depuis des années par divers spécialistes, clowns, graffeurs, catcheurs, représentants des associations scouts féminines, la paire de baffes supprime les rides et tonifie la peau. À l'époque, à la radio, tout le monde parle comme un professeur de français, ou pontifie, ou parle comme un avocat. Lui, Jean-Yann, il y a quelque chose d'extrêmement gourmand dans le plaisir qu'il a à manier, à manipuler et à dynamiter la langue. Mesdames, Messieurs, tout à l'heure, pendant le cours de l'émission, un homme est venu nous trouver. Il dynamitera aussi la télévision avec son ami Jacques Martin et leur humour novateur. Ils inventent cet humour un peu loufoque, un peu surréaliste. C'est un humour assez français, ils ne s'inspirent ni des Américains ni des Anglais. Et ils inventent ce télescopage des époques, quand ils mettent des galériens, par exemple, et des syndicalistes ensemble. Ils inventent un humour. Que se passe-t-il? C'est pas parce qu'on est des galériens qu'il faut nous traiter comme des forçats, non? Tu te mêles, toi? Qui tu es? Pénure! Stop! Je suis le délégué du personnel. Les camarades et moi, on a décidé de débrayer si on n'a pas une double ration de choucroute les jours de grand vent. Ouais! Lui, la décence, il s'en fout. Il s'en fout complètement et il y va. Il ne réfléchit pas aux conséquences. Je suis heureux d'accueillir à notre micro Monsieur Lalèche. Des conséquences, il y en aura pour Jean-Yann qui se fera licencier de Radio Luxembourg et d'Europe 1. Si on fait le compte de tout ce qu'il a dit à la radio, à la télé et dans la presse, on a du mal à comprendre réellement ses idées et réellement son bagage politique. Très peu de gens sont arrivés à cette liberté-là, une liberté d'amuseur qui est supérieure à sa liberté de citoyen. S'il y avait un impôt sur la connerie, l'État s'autofinancerait. Hein. Si vous voulez, c'est sur cette forte parole un peu subversive que nous en resterons. Alors, qu'est-ce qui vous plaisait dans l'esprit de Jean-Yann? Ni de droite, ni de gauche, anarchiste, contestataire. Je retrouvais le mien. C'était une, comment dirais-je, une coïncidence extraordinaire dans ma vie. Parce que c'est comme si c'était une balise. Vous voyez, Jean a balisé mon chemin comme Michel Serrault. Chacun son truc à sa façon. Mais Jean, c'était ça. C'était, je dirais, une moquerie permanente qui me convenait parfaitement. Et cette dérision qu'il portait en lui, eh bien, elle m'a toujours accompagné aussi. Et il me l'a fait révéler. Comme si c'était un apprentissage. Je ne dirais pas que c'était un grand frère, parce que c'est pas vrai. C'est une personne que j'ai très très bien connue, que j'ai adorée, voilà. Avec qui vous avez écrit des sketchs tournés, et qui m'a aimé, parce qu'il adorait que je le fasse rire, et moi j'adorais le faire rire, vous voyez, surprendre. C'est un peu comme Michel Serrault, là, c'est la même chose. Bien sûr. On parlait de mai 68, il a été évidemment très frondeur à ce moment-là, il a inventé des formules célèbres, on les a écoutées. Qu'est-ce que c'était pour vous, mai 68, Daniel Prévost? J'ai suivi un tout petit peu le mouvement, comme ça,
mais j'étais très loin quand même assez loin de Paris. J'ai suivi les événements, je n'y ai pas participé. Vous voyez, j'étais pas à la Sorbonne, j'étais pas dans des grandes manifestations. Vous aviez 28 ans, Oui, donc c'est non, vrai puis qu'on a passé... Je n'y participais pas parce que je ne me sentais pas concerné, si vous voulez. Mais en revanche, j'ai bien suivi les événements. Je voyais les violences qui s'y passaient. J'ai tout à fait vu et j'étais bien entendu, j'étais impuissant. Je me disais, mais c'est pas possible. Je me disais ça, voilà. Mais vous pensez qu'il en est resté quelque chose de cet esprit-là, de mai 68, ou de cette révolution des mœurs, de cette contestation de l'autorité? De toute façon, quoi qu'il arrive, bien sûr qu'il en est resté quelque chose. Et en plus, on ne peut pas dire qu'il n'en est rien resté, comme les gens disent, mais c'est fini. Mais non, bien sûr qu'il en est resté quelque chose. Mais moi, la figure, pour moi, la figure emblématique, c'est quand même Danny Cohn-Bendit, qui est venu et qui a dit à Missoff, là-bas, je sais pas où, à Nanterre, nous avons des problèmes sexuels. Bon, alors à partir de là, c'est bien, il a comment dirais-je, la révolution sexuelle a démarré. Voilà. Et Missoff, toujours intelligent, a dit « faites du sport ». Donc tout ça, ce sont des paroles intéressantes, non intelligentes, mais au moins on s'en souvient, vous voyez. Voilà, c'était ça pour moi.